Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Point Break en 3D. L'histoire. Une série de braquages spectaculaires aux quatre coins du monde met en péril l'équilibre des marchés financiers. Les criminels opèrent aussi bien en moto, dans des gratte-ciel new-yorkais, qu'en wingsuits, pour s'échapper d'avions au-dessus de la jungle. Johnny Utah, une ancienne légende du motocross devenu agent du FBI, va devoir infiltrer le groupe de sportifs de l'extrême que l'on soupçonne d'être à l'origine de ces sidérants braquages. Pour gagner leur confiance, Utah affronte des défis insensés, du surf au snowboard en passant par la chute libre ou l'escalade à main nue. Alors qu'il pense avoir identifié le cerveau des braquages, il se retrouve entraîné contre son gré dans les activités criminelles du groupe dopé à l'adrénaline. Bien. C'est le premier film pour moi cette année au cinéma qui inaugure cette riche année que 2016 sera en sortie ciné. Et pour commencer ce nombreux choix de films qui sort, j'ai bien aimé la bande-annonce de Point Break. Regardez d'ailleurs à ce sujet ma critique expérimentale de réaction en direct. En fait, c'est expérimental, mais finalement, elle ne l'est plus, car j'ai décidé de garder cette nouvelle rubrique qui remplace tout simplement les sorties au cinéma. Précision faite. Alors je suis tout de suite clair. Point Break, le remake, qui se veut être un remake, pour moi, je dirais plutôt, pour moi ça fait plus l'impression de reboot. C'est quand même une histoire différente dans l'ensemble, mais plus ou moins en corrélation avec le Point Break de 1991, Extrême Limite, avec notamment Patrick Swayze et Keanu Reeves. Ici, on a clairement un film qui est une vision quand même tout à fait personnelle du réalisateur, qui reprend bien sûr certaines choses du premier film, mais qui quand même dans l'ensemble, et surtout dans le message d'origine, dans le message du film d'origine, est vraiment différent, quoi. Quand j'avais vu ce premier film de Point Break, retour quand j'avais à l'époque dans les... je ne l'avais pas vu au cinéma par contre, je l'ai vu bien plus tard en sortie locative à l'époque de l'âge d'or des vidéoclubs, et je l'avais vu en location. Et j'en garde un souvenir que c'était un excellent film qui diffusait à sa manière un certain message de liberté, de vie, de choix de vie, et de contestation aussi par rapport au système économique en général, qui diffusait clairement des opinions anti-système en général. Et dans celui-ci, dans le Point Break, il se contredit complètement, déjà parce que lui-même, il explique que Body, le chef du gang, il se dit qu'ils font partie du système. Là, on est vraiment à l'opposé du premier. C'est pour ça que je vous dis, dans le premier, ils sont vraiment clairement
hors système, enfin je veux dire hors système, ils combattent le système économique en place, et là ils font partie du système, mais aussi ils combattent ce système. Bon, je suis tout de suite, bien sûr, bien déçu par la trame générale du scénario, hein, tout du moins en fait le fil conducteur qui vous amène eh bien, à poursuivre, à poursuivre cette aventure avec ce gang, puisque le message de départ, eh ben, il est foireux, quoi. Ben non, on combat le système où on est avec. Alors là, vraiment, le scénario, bon, l'histoire est intéressante dans ce Point Break, mais le scénario et surtout certains dialogues, waouh, non, là, vraiment, il y a vraiment un malaise certain. Je ne sais pas si le réalisateur a vu le premier. Je pense que non, finalement, il n'a pas retenu ce que le premier, eh bien, c'était quand même un message subliminal qui vous faisait suggérer des choses à chacun libre d'interpréter, mais enfin, clairement, c'était vraiment des rebelles contre la société. Et là, ils le sont, mais en fait, après, ils en font aussi partie. Comme je le disais au début, non, c'est, pour moi, c'est illogique. Bon, le point de vue du scénario en général, eh bien, il souffre de ça, fondamentalement. Et il y a aussi un grand creux, voire une inutilité pour certains passages, certains personnages, comme la jolie Sam Sarah, la seule fille du groupe, qui là clairement ne sert à rien, ma pauvre chérie. Je suis désolé, autant dans le premier, je ne me rappelle plus l'actrice qui faisait ça, elle tenait quand même un rôle, certes secondaire, mais quand même qui avait une certaine consistance, et surtout qui avait des meilleures répliques dans le dialogue, et qui ne faisait pas cruche. Là c'est vraiment la godiche, quoi. Du film. Enfin, c'est dommage de caricaturer un personnage féminin comme ça, parce que bon, je trouve quand même il y a une certaine misogynie quelque part. Tout de suite réduire la fille déjà plus ou moins à un objet sexuel, ou tout du moins à une certaine douceur dans ce cocktail explosif de testostérone. Testostérone. Oh, j'ai un lapsus. Testostérone. Excusez-moi. Ma langue a fourché. C'est dommage parce que, bon, même si elle n'a pas un rôle capital dans l'histoire, vraiment, il y aurait eu à gagner à creuser dans la profondeur. Bon, en plus, on sait vraiment très peu de choses sur elle. C'est vraiment la misère. Et aussi sur d'autres personnages de l'équipe. Voilà, on les voit là, ils sont à l'écran. Mais à part Body, où on en sait un peu plus sur son histoire personnelle, les autres, mais Kezako, bordel. Je veux dire, mais t'es qui toi, hein, et surtout, tu t'appelles où? Merde, tu t'appelais comment? Parce que y en a qui meurent dans le film. Ouais, là j'ai vraiment, j'ai pas du tout aimé ben, cette, j'ai vraiment envie de dire que c'est une faute scénaristique certaine, parce que vraiment, bon, même encore, ce sont des rôles secondaires qui peuvent être importants aussi, qui peuvent être, voilà, qui même auraient dû être, et même gagner à être importants. Mais là, vraiment, encore une fois, on survole des personnages
surtout ceux du gang, hein, bon, tout ce qui est par rapport au FBI, pour moi, ce ne sont pas des personnages vraiment secondaires indispensables. Mais c'est vraiment dommage que les partenaires de Body soient aussi dilués dans l'histoire, quoi. C'est vraiment, ouais, pour moi, c'est un, en plus d'être un manque, c'est un vide certain dans l'étude des personnages, contrairement au premier film de 1991. Je le redis encore. Maintenant, bon, les points positifs. Assurément, tout ce qui est cascade, scène en extérieur et paysage. Là, franchement, pour ceux qui, comme moi, sont allés voir ce film, pour voir ça, se changer les idées, c'est quand même ce qu'on demande à un film en général. C'est de changer, voilà, changer les idées du quotidien. Et le dépaysement est assurément là. C'est super bien filmé. J'ai deux préférences dans le film. C'est les deux scènes suivantes. Ouais, deux scènes suivantes. C'est la première, c'est tout ce qui concerne même, ouais, tout ce qui concerne le snowboard. J'ai vraiment trouvé bien. Et la scène finale, qui, même si elle est un peu courte à mon avis, j'aurais voulu que ce soit un peu plus long. Peut-être pas forcément 5 minutes de plus, mais 2-3 minutes de plus. Qui sont vraiment, ouais, moi j'ai trouvé vraiment bien. Et même si, je peux même en rajouter une troisième, même si au premier abord, ben, ça fait vraiment très CGI, hein, très effets spéciaux. J'ai quand même assez bien aimé la scène d'avalanche des rochers. Dans l'histoire en fait, quand ils attaquent le convoi d'or. Ouais, j'ai trouvé que c'était assez haletant. Le réalisateur, ici, maîtrise vraiment tout ce qui est image, enfin, tout ce qui est la photographie du film, tout ce qui est les angles, vous avez en fait des plans larges, des plans serrés, des plans rapprochés, des plans de haut, des plans dans tous les sens, pour ce genre de film qui se veut vraiment immersif, être immersif pour le téléspectateur. La scène d'intro l'est plus ou moins. C'est quand même plus une scène de paysage qui est formidable, vraiment qui est chouette. Mais la photographie en général du film, elle est vraiment maîtrisée. J'ai bien aimé vraiment le travail qui a été fait dessus et tout ce qui concerne eh bien, la manière, le cadrage du film qui est pour moi est capital. Bien. Les effets spéciaux, eh bien oui, bon, ils sont plus ou moins réussis. Je dirais que c'est des effets spéciaux assez bons. On voit quand même que si je voudrais revoir d'ailleurs ce film, je le reverrai d'ailleurs en DVD, si possible, édition de collector, pour revoir tout ça, parce que j'aime tout ce qui est vraiment filmé de façon spectaculaire. Aussi, la scène du parachute, enfin, la séquence parachute du film, il est bon, elle est bon, elle est bien, mais moi j'aurais en fait mis un peu plus longtemps la manière, la manière de la caméra GoPro pour se mettre à la place du shooter, pour avoir un peu plus quand même une sensation de vertige. J'attendais ça parce que je souffre de vertige et
J'aurais vraiment voulu avoir ça. Bon, au moins ressentir vraiment ce frisson quand il saute de l'avion. Et ben là, je ne l'ai pas ressenti, malheureusement. Et en plus, la 3D n'était pas du tout adéquate. Je vais en parler plus loin hein, de la 3D. Ça va faire quelque chose à part dans ma vidéo. La musique du film. Ben oui, moi j'ai bien aimé. Bon, il y a des thèmes qui sont plus ou moins ouais, intéressants. Mais en ce qui concerne les séquences bien de grands frissons, je pense à la scène du surf, enfin, aux scènes de surf, où en fait il y a un peu une musique dramatique. À part ça, ou les autres moments ou des scènes d'action, la musique est là, mais je n'ai pas trop, accordé d'importance. Bien. Alors, la 3D. Vous savez, ma raison principale pourquoi je vais au cinéma, eh bien c'est pour voir des films en 3D. Encore faut-il que ceci soit à la hauteur de cette technologie. Ici, au CGR de Bourges, on a le système Real 3D. Bon, là j'ai mes lunettes, hein, vous voyez, en fait, qui, eh bien, ce sont des lunettes clip, hein, le système clip-on en fait, voilà, qu'on rajoute sur lunettes de vue, toc. Et ben, j'étais, voilà, avant que, juste au tout début du film, il y a le générique qui se met en place avec ce générique de Real 3D Certified. C'est un petit jingle en fait qui fait voilà, tout en 3D de profondeur. Je dis waouh, c'est nouveau ça. Il n'y avait pas ça quand j'étais allé voir Star Wars à la fin de l'année. Regardez ma critique. Et ouais, je dis ça a l'air de péter quoi. Eh bien, c'est une déception. En général, assez déçu même, je dirais. Mais pas trop, parce que quand même, il y a 2-3 plans séquences de 3D en relief, mais qui sont vraiment quasiment insignifiantes, parce qu'elles sont très rapides. Et là, eh bien, moi, je fais tout de suite le test. Vous savez comment on fait pour voir si une 3D elle est bien ou pas. Vous le savez? C'est la question que je vous pose. Laissez-moi vos commentaires en dessous eh bien du descriptif de ma vidéo. J'attends vos réponses. Surtout, je voudrais savoir si vous avez ce genre de lunettes ou votre cinéma les loue. C'est-à-dire, ce sont des lunettes 3D réactives. Ce qui change totalement la donne, à mon avis. Eh bien, le reste du temps, c'est vraiment de la 3D très moyenne. C'est vraiment passable. C'est super dommage parce que il y avait vraiment quelque chose à faire pour tout ce qui est les scènes spectaculaires d'action, hein, par rapport aux défis que se lancent les membres du groupe dans le film. Je rajoute aussi une troisième scène que j'ai assez bien aimée aussi, qui est spectaculaire en soi. C'est eh bien, la scène du wingsuit, quand il se lance de la falaise. Elle est bien réussie, enfin, elle est assez bien réussie dans
dans son état. Mais ce qui manque encore, comme la scène du parachute, par rapport quand il saute de l'avion, c'est j'aurais mis plus longtemps les plans séquences de la GoPro sur le personnage quand il se lance de la falaise pour vraiment, encore une fois, avoir la sensation du vertige. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que la 3D ne suit pas. C'est vraiment... bon, vous allez me dire, en fait, oui, c'est logique. Il n'existe pas une caméra 3D en GoPro. Je vous l'accorde. À moins que quelqu'un me contredise, n'ait pas connaissance de cette technologie. Une caméra 3D, c'est massif. Je ne sais pas si vous avez vu à quoi ça ressemble, mais j'essaierai d'ailleurs de vous trouver une info à ce sujet. Si je peux même trouver une vidéo sur YouTube où on voit à quoi ça ressemble une caméra 3D au cinéma, c'est massif. Alors, bon, ben là, en fait, j'en avais pas eu pour mon argent. Tout simplement. Et moi qui suis un grand friand de ça, des films en 3D, je ne peux pas donner plus que à tout casser 11 sur 20. Bien. Alors, c'est voilà, c'est quand même, je dirais, avec le scénario et les dialogues, voilà, les 3 déceptions du film. Cependant, il y a quand même de bonnes choses, comme je vous l'ai expliqué. Bien. Maintenant, je continue avec, comme mon habitude, la fiche technique du film. Alors, c'est un film américain de Erickson Core, sorti le 3 février dernier, d'une durée d'1h53, avec Edgar Ramirez, Luc Bressy, Ray Winstone. Et c'est un film en genre d'action. Concernant ces acteurs, concernant le jeu d'acteurs, des acteurs en général, et la pauvre actrice qui ne dure pas longtemps dans le film malheureusement, c'est quand même insipide. Ouais, je peux dire que c'est insipide comme jeu d'acteur. Clairement, peut-être à part Edgar Ramirez qui est plus charismatique que les autres, le reste ne suit pas, n'est pas à la hauteur. Surtout celui qui fait le personnage de Johnny Utah, interprété par Luc Bressy. C'est marrant, ça me faisait penser, ça fait penser en fait au personnage de Barbie, personnage de Ken, le blond là. Il fait vraiment, c'est vraiment, vraiment le mannequin quoi qui est là et puis en fait il n'a pas quelque chose d'intéressant à transmettre dans son personnage. Il n'a pas d'expression marquante. Il n'a pas un jeu d'acteur tout simplement à la hauteur. Il est vraiment fade, insipide. Je dirais même qu'il est insignifiant. Et concernant cette jolie créature qui est Teresa Palmer, elle n'est que jolie dans le film et c'est bien dommage. Je ne peux pas juger autre son talent d'actrice car elle n'est pas mise en valeur. Elle n'est pas mise en valeur et puis elle a rien à dire quoi, malheureusement. Bon, le tournage du film, quand même, il faut savoir que ça coûtait quand même 100 millions de dollars, quand même, cette histoire. Hein. Je voudrais bien savoir s'ils vont réussir à le renflouer
par rapport aux entrées cinéma et à voir après en DVD. On verra ça plus tard dans l'année, quand il sortira. Maintenant, comme à mon habitude, je vais continuer par quelques secrets de tournage. Petites infos par-ci par-là. Bien. Plusieurs choix pour le rôle de Patrick Swayze. Encore une fois, irremplaçable. Hein, je suis désolé, mais Edgar Ramirez n'est même pas à la cheville de Swayze. Patrick Swayze for life. Bien. Gerard Butler avait été à l'origine pressenti pour jouer Body. Rôle anciennement tenu par Patrick Swayze for life dans le film original. Mais du fait d'une incompatibilité d'emploi du temps, la tête d'affiche de 300 a dû renoncer. Tom Hardy, Colin Farrell, Hugh Jackman, Jeremy Renner, Chris Hemsworth et Gareth Edlund avaient eux aussi été envisagés pour se glisser dans la peau de ce personnage culte avant qu'Edgar Ramirez ne soit sélectionné. Ouais, pour moi, c'est clairement pas le meilleur choix. J'aurais choisi moi si j'avais été réalisateur. Je pense que au niveau même du personnage qui doit être au moins dans les cordes de ce personnage et être à la hauteur de pouvoir interpréter ce Body. Je pense que j'aurais choisi je suis hésitant. J'aurais choisi entre Colin Farrell et Hugh Jackman. Avec une préférence pour Hugh Jackman. J'aurais été hésitant entre ces deux-là. Bien pressenti pour se glisser dans la peau de Johnny Utah. Alors, on avait initialement Taylor Kitsch, Nicolas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Chris Pine, Chris Pratt et Sam Claflin. Je connais pas. Et c'était pour succéder à Keanu Reeves. Hein. Le jeune Luc Brasset, qui reprend le rôle de Keanu, est un habitué d'action, puisqu'il a joué dans G.I. Joe Conspiration. Je ne me rappelle pas. Et surtout dans Novemberman, dans lequel il incarnait un agent secret surentraîné s'opposant à Pierce Brosnan. Je ne connais pas et ça ne m'intéresse pas. Le metteur en scène. Qui c'est ça d'abord? Erickson Core. Faut savoir qu'il est inconnu, ou presque, puisqu'il signe son second long métrage après le biopic sportif Invincible, sorti en 2006. Alors ça me dit rien. Emmené par Mark Wahlberg, un acteur que j'aime bien. Il a travaillé en tant que directeur de la photographie sur de nombreux films d'action, dont le premier Fast and Furious. Je le redis encore, son travail de photographie est vraiment bien fait. On sait, je vous le dis, je le précise, il maîtrise son sujet. Il n'y a pas de problème. À noter que ce film ressemble un peu, de par certains aspects, à Point Break, notamment pour son côté action et infiltration d'un agent dans un groupe de gangsters, braqueur, adepte de sensations fortes. Mais c'est quand même différent. Faire vrai. Les personnages de Point Break se livrent à plusieurs sports extrêmes, comme le surf sur des vagues géantes, le vol en wingsuit, la descente en snowboard ou encore l'escalade libre
ce qu'on appelle communément la VARAP. Pour chacune de ces épreuves, des professionnels de ces disciplines ont eux-mêmes exécuté leurs prouesses acrobatiques pour faire en sorte que les scènes soient les plus crédibles possibles. Ayant également servi de conseillers techniques et de chefs cascadeurs, certains d'entre eux apparaissent même dans le film. Assurément, ils ne vont pas faire jouer les acteurs. Faut réfléchir. N'est pas Jean-Paul Belmondo qui veut. Hein. Le budget, ben oui, hein, ça fait quand même Mouse costaud, hein, de 100 millions de dollars, soit pas loin de 4 fois plus que celui de l'original, qui était de 24 millions. Oui, mais ce n'est pas l'original. À nouveau de la partie, le comédien James Legros, qui a incarné le braqueur Roach dans le film original, joue ici un agent du FBI. Bah ouais, mais alors, j'ai pas trouvé qu'il jouait bien. Hein. Enfin bon. Maintenant, pour finir cette petite rubrique interne à ma vidéo de faits de tournage, secrets, potins, etc. Il faut savoir que ce film se déroule dans 11 pays et sur 4 continents. Le producteur Andrei Kossov, qui est par ailleurs triathlète de haut niveau, je se souviens. On a tourné à Salto Angèle, connu sous le nom de Saut de l'Ange en français. C'est vrai que, bon, c'est pas une scène qui m'a vraiment, vraiment plu, mais le décor naturel est vraiment magnifique. Mais en fait, là, dans le film, il s'agit de la cascade de Jimmy Angel, au Venezuela, la plus haute cascade du monde. Aussi, ils ont tourné au sommet de la Jungfrau dans les Alpes suisses, ainsi qu'à Wallenstadt en Suisse, toujours une fois. Non, toujours une fois, c'est pas ça, c'est les Belges. Ouais, ça c'est les Belges. Hein. Une fois, 2 fois. Au large de Teahupu, sur la presqu'île de Tahiti, et à Jaws, plage sur l'île de Maui dans l'archipel de Hawaï, pour bénéficier de la plus grande vague de haut fond de la décennie. C'est vrai que c'est spectaculaire. Voici ce qui m'amène à conclure cette critique sur Point Break. Je vais lui donner la note de... On va faire un mélange de notes 3D plus le film. Bon, allez, je lui donne un assez bon 13 sur 20. C'est clairement pas le film de début de l'année. Mais il a au moins le mérite de vous changer les idées. Tiens, ça rime. Si vous voulez un film qui vous décoiffe, mais en sachant que la 3D, eh bien, elle est pas top, hein. Bon, faut quand même aller le voir au cinéma parce que il y a vraiment, voilà, l'ambiance spatiale du film. Il n'y a qu'une salle de cinéma qui peut retranscrire ça. Même si on a le meilleur des équipements chez soi, les salles de cinéma, il faut savoir, sont construites par rapport à l'acoustique, par rapport à tout ce qui est audio. Hein, vous avez vraiment... Ben, là, bon, j'étais dans une petite salle. Elle n'avait pas les 8 haut-parleurs habituels, mais vous avez un son vraiment... voilà, qui fuse de tous les côtés. Dans ce cas-là, quand c'est vraiment en Dolby Digital Optimum, et les salles de cinéma, voilà, elles sont, oui, elles sont conçues pour pour la transcription, pour une transcription auditive maximale. Je vous recommande, dans ce cas, d'y aller.
Pour les autres, ben, vous faites ce que vous en voulez, hein. Téléchargement ou attendez la sortie en DVD. Je voulais aussi finir en beauté ma critique par eh bien, une deuxième question que je vous pose. Répondez déjà à la première, après vous ferez celle-là. Dans votre vie, qu'avez-vous fait de plus extrême en activité sportive? Commentaire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je vous donne ma réponse. Quand j'avais 20 ans, j'avais toutes mes dents, j'ai plongé en bouteille tout seul, ainsi que, eh bien, plongé en apnée, sans assistance, c'est-à-dire avec personne, tout seul. Et je partais, eh bien, en fait, des rochers, hein, ou de la plage. Mais bon, encore plus fou, à l'époque, j'avais prévenu ma mère que j'allais plonger, mais surtout, elle ne savait pas où. C'est pas extrême, ça? Ben, vous me direz d'abord, c'est inconscient, oui, mais il faut déjà l'avoir fait. Mais c'est bien connu, quand on est jeune, on est con. Oh, excusez-moi, hein, c'est pas pour vous offenser mes jeunes téléspectateurs, qui pour la majorité, eh bien, sont, ben, non pas 45 ans, mais comme je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, à mon âge, je me sens toujours jeune. C'est vraiment quelque chose, un défi eh bien, que je m'étais lancé. Voilà, c'est le défi, d'ailleurs, pour moi, que j'appellerais le défi de la profondeur. Dites-moi ce que vous en pensez, et surtout, s'il vous plaît, répondez à ma question. Merci pour votre attention, pour cette longue vidéo. J'ai essayé de faire quelque chose de vraiment de complet cette fois-ci, le plus riche possible. Regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez aimé. Sinon, ben, expliquez-moi. Et voilà, je me mélange le pinceau. Et excusez-moi, expliquez-moi pourquoi, argumentez la raison de votre négativité. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Twitter, L'Après-Ciné. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bon cinéma. Salut!